Bonjour à tous. Alors comme annoncé la dernière fois, on va continuer et surtout on va mener à bien l'analyse de la controverse de Valladolid avant de rentrer dans le travail sur les Lumières et plus particulièrement à travers l'œuvre intégrale qui est Candide. Je vous avais donc en préambule donné des éléments de compréhension du contexte et des enjeux de ce dialogue argumentatif, de cette controverse qui s'inscrit dans la veine de l'esclavage des nègres, sauf que là, on se retrouve quelques 200 ans plus tôt, avant que se pose le problème de l'esclavage de la population noire africaine, s'est posé à l'origine le problème de l'esclavage des Indiens d'Amérique. Et l'histoire a prouvé que les Indiens d'Amérique ont été réduits en esclavage et décimés. Et donc pour les remplacer, je vous renvoie à l'esclavage des nègres, ces Européens qui ont tant de terres, mais sont allés chercher des esclaves, ont fait des esclaves au lieu de les payer alors qu'ils en avaient largement les moyens, et de passer sur le mode du volontariat. Très bien, alors là on s'était quitté avec l'idée que vous deviez dire lequel des deux, Sepulveda, le philosophe qui va défendre l'idée selon laquelle nous pouvons réduire les Amérindiens en esclavage, de Las Casas, qui lui est un moine dominicain de 76 ans qui a vécu pendant plus de 20 ans avec ses Indiens et qui lui défend l'idée qu'ils sont des hommes comme nous et qu'on ne peut pas les réduire en esclaves. Alors, bon, ben, je suppose que vous avez trouvé dans cet extrait, il s'agit de Sepulveda qui l'emporte, mais qui l'emporte de façon très surprenante, et pour une raison qui va être intéressante à analyser. Et finalement, on a presque même l'impression que le débat n'a pas du tout avancé, les personnages se sont affrontés, mais que on n'est pas plus avancé dans le débat. On va expliquer cela. Pourtant, à mes yeux, hein, peut-être qu'au vôtre, c'est de loin Las Casas. Alors, bien entendu, parce que j'espère, je le souhaite de tout cœur, mais notre thèse se retrouve dans celle de Las Casas. On est convaincu que l'esclavage est innommable et qu'en aucun cas il ne faut réduire des hommes à l'état d'esclaves. Donc on a une sympathie qui va automatiquement vers la thèse de Las Casas. Mais aussi, et ça n'est pas à négliger, il a de très très loin les meilleurs arguments. Et pourtant, il ne va pas l'emporter dans cet extrait. Alors ça va être intéressant de voir comment, avec les meilleurs arguments, on n'y arrive pas systématiquement. Je vous rappelle, petit rappel d'argumentation, un discours de défense, ça s'appelle un plaidoyer, et un discours d'attaque, un réquisitoire. Donc n'oubliez pas que quand on se défend, eh bien en même temps, on va porter une dimension de réquisitoire, on va accuser notre adversaire, puis de la même manière, quand on accuse, on va défendre notre cause, ça on l'avait vu le vendredi. Très bien, donc on replace le contexte. On a un groupe d'Indiens qui est devant, enfin qui est mis devant cette assemblée d'hommes d'église, cette grande assemblée d'hommes d'église et d'hommes de droit, qui est dirigée par l'éminence, qui est le légat, le cardinal Ronsieri. On a son nom dans les minutes officielles de ce procès. C'était le cardinal Ronsieri, il est connu, et c'est lui qui va représenter le pape et représenter donc le bon déroulement, va veiller au bon déroulement de ce débat. Ça va être très intéressant aussi parce que Ronsieri, comme il incarne l'Église, on va se demander quelle vision on a de l'Église. À travers Ronsieri, on a un juge qu'on va montrer comme un juge franchement vraiment objectif, vraiment impartial, qui mène très bien les dégâts, pardon, lapsus révélateur, les débats. Mais pour autant, on a d'autres hommes d'église qui vont intervenir et on va montrer finalement que l'église, elle est comme tout le monde au sein de l'église. Il y a des hommes exceptionnels comme de sombres crétins. Euh, Ronsieri dirige ce débat et là, il y a un groupe d'Indiens sur scène et un prêtre a, pour les mettre à l'épreuve, pris une de leurs idoles, c'est-à-dire une statue qui représente une divinité, et l'a brisée. Un des Indiens, c'est ce qu'on vous met en note, hein, dans la note 1. Moi, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez davantage.
voilà, ici, un des Indiens a essayé de réagir, de s'interposer, mais sa femme l'a retenu. Donc si l'Indien s'est interposé, c'est parce qu'il a conscience du sacré et que c'est un sacrilège contre ses dieux de briser cette idole. Donc les animaux ne sont pas conscients du sacré, les Indiens si, donc ça les diffère des animaux, comme les hommes sont conscients du sacré, donc ils sont des hommes. Et puis, deuxième élément, c'est sa femme qui non seulement a compris que le prêtre avait fait exprès de briser la statue, mais qu'en plus, son homme, s'il s'interposait, risquait un châtiment, donc, et elle le prévient, son amour qui empêche son mari de s'exposer. Donc on a vraiment de nombreuses caractéristiques qui sont très proches, enfin qui sont constitutives de l'humanité. Donc, on est parti. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? On commence par une double question de la part du légat. Donc on comprend bien qu'il cherche, on est d'ailleurs avec le champ lexical de la preuve, il cherche vraiment à comprendre. On a un homme qui cherche la preuve, on est de l'ordre de convaincre, il veut des arguments probants, rationnels. Donc il questionne et il cherche la preuve. Le légat, je vous rappelle que ça désigne Ronde-Siri, le cardinal qui mène les débats. C'est Las Casas qui prend la parole. Éminence, donc l'apostrophe, avec vraiment le titre qui montre l'importance du légat de Ronde-Siri, et puis donc l'humilité, les convenances, la courtoisie de Las Casas qui s'adresse à ce très haut dignitaire de l'Église. Cela prouve tout simplement qu'ils sont capables de penser. Voyez l'adresse de Las Casas, il demande une preuve, qu'est-ce qu'il répond? Une preuve. Donc il répond directement à la demande du légat. Cela prouve tout simplement qu'ils sont capables de penser. Bon, et alors tout le long, ça va être on va utiliser, c'est bien qu'on l'ait vu, on va utiliser le syllogisme qu'il soit implicite ou explicite. Surtout implicite là en l'occurrence. Rappelez-vous ce qu'est un syllogisme, on a deux propositions, on en déduit une conclusion logique. Simple, les Indiens sont capables de penser, les hommes sont capables de penser, donc les Indiens sont des hommes. On voit vraiment l'enthousiasme de Las Casas à ces points d'exclamation, hein. On va le voir à de nombreuses reprises. On a vraiment l'enthousiasme du personnage qui essaye d'être convaincant dans ses propos. C'est pas de la colère, c'est pas des hurlements, là c'est vraiment son enthousiasme. Ils sont capables de penser, très bien. Ils sont des hommes, ils peuvent penser. De peser le pour et le contre. Et cela très rapidement, aussi rapidement que nous. Alors là, on a une gradation. Penser, bon, ça veut dire que ce sont des formes de vie intelligentes. Ok. Parce qu'on pourrait opposer, oui, mais attendez, les animaux aussi pensent. Ok. De peser le pour et le contre. Là, c'est une forme de pensée qui est déjà plus élaborée. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser à agir, on va penser aux conséquences de nos actes. Et là, ça demande une pensée qui est plus complexe. Non seulement on a une pensée plus complexe, mais en plus elle est très rapide avec l'intensif. Et on finit par la comparaison d'égalité aussi rapidement que nous. Voilà. Ils pensent, ils pèsent le pour et le contre, ils le font rapidement, aussi rapidement que nous. Comparaison d'égalité avec nous, c'est-à-dire les Européens. Bref, ils sont des hommes comme nous. Vous comprenez cette montée en intensité? Cette femme, tiens d'ailleurs c'est intéressant, le terme qu'il utilise, on verra qu'on distinguera le mot femelle et le mot femme. On le trouvera ici, femelle, mais quand on parlera du renard, la femme, donc vraiment, c'est le pendant féminin de l'homme. Donc encore une fois, Las Casas insiste sur l'humanité de cette indienne. A parfaitement compris, une compréhension parfaite, donc c'est une pensée supérieure, c'est l'intelligence humaine. La situation et les dangers que courait son mari. Vous avez remarqué? On ne dit pas son partenaire ou son homme, on dit son mari. Son mari, ça signifie qu'ils sont unis par les liens du mariage. Dans la nature, le mariage n'existe pas, c'est uniquement dans la société humaine qu'il existe. Donc encore une fois, Las Casas insiste et choisit un lexique, un vocabulaire qui systématiquement va mettre les Indiens, malheureusement il est besoin de le faire lors de ce débat, du côté des hommes, des Européens. Son réflexe, donc on insiste sur la vitesse de son action, était digne de toute pensée supérieure. Encore une fois,
l'idée d'égalité digne de toute pensée, égale à toute pensée supérieure, représentative de toute pensée supérieure, et la pensée supérieure, c'est la pensée humaine. Donc vous voyez Las Casas qui tente un maximum de faire des comparaisons d'égalité pour montrer les Indiens à l'égal des hommes, des Européens, des hommes européens. Intervention de Sepulveda. Satan s'appelle communément le malin, dit Sepulveda. Il peut inspirer à ses partisans toutes les ruses hypocrites. Le renard est rusé. Dirons-nous que son âme est immortelle et que s'il est sauvé, il finira au paradis. Bon, on s'intéresse à cette réplique. En fait, Sepulveda, il est en train de dire que les Indiens ont l'apparence d'être aussi intelligents que nous, et que c'est une ruse du diable. Regardez, il va utiliser systématiquement le syllogisme. Satan est malin. La femme indienne ou les Indiens sont malins. Traduction, la femme indienne est une créature de Satan ou un partisan de Satan. D'accord ? Je réexplique. Il va dire, Sepulveda, il va sous-entendre que Satan, un des surnoms de Satan, c'est le malin. D'accord ? Cette femme, elle n'est pas intelligente, elle est maligne. Et donc, si Satan est le malin et que cette femme est maligne, bah, c'est une partisane du diable. Et cette apparence de pensée n'est qu'une ruse hypocrite. Vous voyez l'utilisation du syllogisme qu'il en fait. Et juste après, il utilise un deuxième syllogisme. Le renard est rusé. La femme indienne est rusée. Ce sont des syllogismes implicites. Donc la femme indienne est un renard, est un animal. Ou alors on prend leur autrement. Vous dites que l'indienne est une femme parce qu'elle est rusée. Le renard est rusé, donc le renard est humain, il a une âme immortelle et il ira au paradis. Vous vous doutez bien que ces deux arguments religieux, l'appel au paradis, à l'âme immortelle et l'allusion à Satan, devant une assemblée d'ecclésiastiques, va être particulièrement efficace. Sepulveda est très bon lui aussi. Il s'adapte aussi. Vous voyez, Las Casas qui s'adaptait, le cardinal qui demande des preuves, il donne des preuves. Là, Sepulveda qui voit que la majorité de l'Assemblée est composée d'ecclésiastiques et qui va utiliser des raisonnements qui sont en lien avec la religion. Bon bref, il utilise deux syllogismes implicites pour essayer de déconstruire, implicite parce qu'il ne donne pas les deuxièmes termes à chaque fois, pour essayer de déconstruire le raisonnement le syllogisme initial, le raisonnement de Las Casas. Las Casas, c'est bon, ils pensent comme les hommes, ils agissent aussi vite que les hommes, ils sont aussi rusés que les hommes, donc ils sont des hommes. Et Las Casas qui dit non, c'est juste que c'est une ruse du diable qui donne l'impression qu'ils sont malins, comme il est malin, et donc ils sont des créatures du diable, ou alors, donc il ne nous laisse pas beaucoup d'options, Sepulveda. Soit ce sont des créatures du diable, soit ils sont comme le renard, donc ils sont des animaux. Parce que bien entendu, on ne peut pas envisager que le renard est humain, qu'il a une âme immortelle et qu'il finira au paradis. Donc il faut le retourner, et ça veut dire que l'indienne est rusée comme le renard, et le renard n'est pas plus qu'un animal. Donc voilà les deux choses qu'il sous-entend, soit ce sont des créatures du diable, soit ce sont des animaux. Et bien entendu, Las Casas et toute l'assistance qui est instruite comprend ces syllogismes. Ils sont insultants pour les Indiens, mais ça n'est pas grave pour cette assemblée, puisque on n'est pas sûr qu'ils sont des hommes à cette époque, et ils sont là justement pour en décider. Mais le renard ne se bâtit pas de statues, ni de pyramides, il ne creuse pas de canaux, il va tout nu dans la broussaille, il ne paie pas d'impôts, le renard, et sa femelle ne le retient pas quand il risque de s'exposer. On voit l'impatience, et puis surtout la contrariété, Las Casas est outré des propos de Sepulveda, et donc il s'exprime avec puissance, et outrance, il dit mais comment vous pouvez dire ça? Et là, on a ça a l'air tout bête, mais on a de l'extrait du débat la série d'arguments la plus puissante. Regardez, mais qui va montrer l'opposition, le contraire, donc entre les Indiens et l'opposition, avec le renard, pardon. Les Indiens et le renard vont être montrés comme différents. Le renard ne se bâtit pas de statues. Effectivement, les Indiens se bâtissent des statues, d'ailleurs parmi les preuves qu'a fait ramener Las Casas, il y a de nombreuses statues, on vient d'ailleurs de briser une idole. Juste une chose, pour bâtir des statues, qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il faut des outils, et il faut un sens artistique vraiment développé, sinon ça ressemble rapidement
à pas grand-chose. Donc, il est vraiment en train de mettre en avant plusieurs caractéristiques qui montrent l'Indien comme largement supérieur à un animal et digne vraiment de caractéristiques humaines. Statut, c'est la technique, l'artisanat et puis l'art. Les animaux ne sont pas capables d'art. On insiste, autre argument, donc on va avoir une énumération d'arguments qui sont extrêmement forts, ni de pyramides. Pour construire des pyramides, il faut une technologie avancée, il faut des ressources gigantesques, pensez aux pyramides d'Amérique du Sud. Hein. Et ensuite, les pyramides, non seulement il faut aussi des compétences en architecture exceptionnelles, pensez que les pyramides de l'Amérique du Sud étaient souvent alignées avec les constellations, avec le soleil, etc. Les solstices, les équinoxes, donc des connaissances astronomiques, des connaissances scientifiques extrêmement développées, des connaissances en architecture également, et puis aussi ces pyramides, elles avaient un sens spirituel. Donc ils sont capables de spiritualité, donc là il est en train de dire ils sont capables d'art, d'une technique très développée, de science, d'architecture, de spiritualité. Je vous rappelle que les animaux ne font pas preuve de spiritualité, donc on voit encore l'opposition, on le met avec le renard. Ils ne creusent pas de canaux. Autre élément, l'agriculture à travers l'irrigation, pour développer une agriculture qui est presque intensive. Hein. Les animaux ne pratiquent pas l'agriculture. Le renard va tout nu dans la broussaille, c'est-à-dire qu'il n'a pas le sens de la pudeur. Alors que les Indiens sont vêtus. L'animal n'a aucun sens de la pudeur. Ils vont à poil littéralement ou à plume, peu importe. L'homme est le seul animal ou être vivant qui a conscience de sa nudité et qui en éprouve une honte, donc la pudeur. Ça, c'est clairement une caractéristique humaine, enfin toute. Hein. Ils ne paient pas d'impôts. Tiens, ils paient des impôts, les Indiens. Ça veut dire qu'il y a un système social, une civilisation très avancée, avec une société très organisée. On voit encore la différence avec le renard. Hein. Et sa femelle, tiens, on parle du renard, donc pour la femme, pour l'indienne, on utilise femme, caractère humain, pour le renard, on utilise femelle, pour bien montrer la distinction. Vous voyez vraiment l'adresse du discours de Las Casas ne le retient pas quand il risque de s'exposer, encore une fois, la sensibilité et l'anticipation de la part de l'indienne. Las Casas commence à s'emporter, hein, il est outré par les propos de Sepulveda, le fait qu'on puisse supposer qu'ils sont des animaux ou alors des créatures du diable, puisqu'on a 4 phrases exclamatives qui montrent son enthousiasme et voilà, il est en train de s'emporter, la vivacité de son ton. D'ailleurs, on le dit juste après, Las Casas a vivement donné de la voix. On pourrait croire à certains moments qu'il va perdre patience, laisser surgir toute sa colère. Donc on a de nombreux indices qui montrent que Las Casas est en train de se mettre en colère. Vivement donner de la voix, on peut croire qu'il va perdre patience, laisser surgir toute sa colère, et on met une petite incise, ce que sans doute le philosophe goûte très fort, c'est-à-dire que Sepulveda aimerait beaucoup que Las Casas se mette en colère, et on explique car un adversaire irascible, donc qui se met en colère facilement, est bien plus facile à la malmener. On est en train de nous mettre sur la voie. Las Casas, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère. C'est un être passionné. En même temps, à sa place, on peut comprendre. On aurait peut-être le même comportement devant quelqu'un qui tient de tels propos, alors que pour parler de personnes qui semblent à nos yeux des êtres humains. Il a d'excellents arguments. Il a, pour l'instant, Sepulveda développé aucun argument qui soit intéressant, qui soit recevable, et Las Casas vient d'en donner une série extrêmement probante. Le problème, c'est que Las Casas est en train de se mettre en colère. Or, vous savez tous que quand quelqu'un se met en colère, il est complètement discrédité et on ne va retenir plus qu'une chose, même s'il dit des choses parfaitement vraies, on ne retiendra que sa colère. Et Sepulveda est un bon débatteur puisqu'il est en train de se rendre compte que Las Casas se met facilement en colère. Et donc, quelle va être sa stratégie ? Ça va être de le faire sortir de ses gonds. Et en fait, là, on prend une leçon d'art oratoire. Las Casas n'aura pas de bons arguments, aura des arguments faibles. Sepulveda, excusez-moi, aura des arguments faibles, n'aura pas de bons arguments. Las Casas aura d'excellents arguments, mais il a un tort, c'est qu'il ne va pas se maîtriser. Et Sepulveda a un grand avantage, c'est qu'il va savoir prendre parti de la situation
et faire sortir de ses gonds son adversaire. Donc il y en a un qui sur le fond a de loin les meilleurs arguments et il y en a un autre qui va mieux gérer le débat et va réussir à manipuler son adversaire, en tout cas dans l'extrait. Et regardez Sepulveda. Non, pardon, c'est Las Casas qui continue. Il laisse pas parler Sepulveda, il continue. N'êtes-vous pas un renard vous-même demande-t-il à Sepulveda. Un renard philosophe qui, pour sa nourriture, ronge les pages d'Aristote? Un renard qui connaît le grec, qui ne sait rien de la vie? N'êtes-vous pas rusé, le plus rusé de nous deux? Tout le monde ici reconnaît votre habileté. Est-ce le signe que vous appartenez au diable? Là, on a Las Casas qui va trop loin. Il est en colère, ça y est. Il commence à s'en prendre non plus aux idées, mais à Sepulveda lui-même, ce qu'on appelle un argument, des arguments ad hominem. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer les idées, mais on en avait parlé, hein, mais on va attaquer l'homme. Imaginez dans les débats, souvent malheureusement on le voit dans des débats politiques, où on ne va pas attaquer les idées de son adversaire, mais on va essayer de revenir sur des affaires, où on va essayer de mettre en cause l'homme lui-même ou la femme elle-même politique, et non pas ses idées. C'est la facilité. N'êtes-vous pas un renard vous-même? Donc en gros, il est en train de dire, il est en train d'inverser, Las Casas c'est brillant, hein, c'est juste qu'il est en train de se mettre en colère. Il reprend le syllogisme initial de Sepulveda, celui du renard, en disant que le renard est rusé, que la femme indienne est rusée, donc la femme indienne est comme le renard. Ok, très bien. Donc il va dire, n'êtes-vous pas un renard vous-même? Il insiste sur la caractéristique de Sepulveda, il est rusé. Un renard philosophe, en plus vous êtes savant, qui pour sa nourriture ronge les pages d'Aristote. Bon là il va trop loin. Qu'est-ce qui ronge les pages d'Aristote? Les pages des livres. Aristote c'est un philosophe de l'Antiquité. Il est en train de dire que c'est quelqu'un qui lit les livres, mais plus que ça, qui ronge les livres. Il est en train de dire que c'est un rat de bibliothèque, tout simplement. L'image, la métaphore est particulièrement dépréciative. Il est en train d'insulter Sepulveda, il est en train de le traiter de rat. Hein. Et il continue. Un renard qui connaît le grec, effectivement, il insiste sur l'aspect savant de Sepulveda. Mais regardez, qui ne sait rien de la vie. Il dit voilà, vous sortez jamais de votre bibliothèque, effectivement, vous connaissez le grec, mais vous connaissez rien de la vie. Vous voyez l'attaque comme elle est violente. Vous êtes un rat, vous connaissez rien de la vie. L'attaque est vraiment ad hominem, elle n'est pas sur les idées. Et regardez comme il va inverser le syllogisme. N'êtes-vous pas rusé? Le plus rusé de nous deux. Tout le monde ici reconnaît votre habileté. Tout le monde sait bien que Sepulveda est rusé. Donc, soit ça signifie qu'il est un renard, le renard est rusé, Sepulveda est rusé, donc Sepulveda est un renard, mais c'est un syllogisme qui n'est pas le plus intéressant pour Las Casas, donc il va utiliser le deuxième syllogisme, celui qui faisait allusion au diable. Sepulveda est rusé, le diable est rusé et malin, et donc Sepulveda est une créature du diable, et comme le diable. Vous voyez, il va très très loin dans l'argument ad hominem. Il est en train de dire que Sepulveda est un rat, qu'il ne connaît rien à la vie, et il laisse sous-entendre que c'est une créature du diable. Il est allé beaucoup trop loin. D'ailleurs, on en a l'indice immédiat. Hein. Le cardinal saisit la sonnette et l'agite depuis un moment. La sonnette, c'est pour faire arrêter les propos indignes, hein, pour mettre un terme à des propos. Et il agite depuis un moment. Ça fait un moment que le cardinal a arrêté, demande à Las Casas de s'arrêter. Depuis le début, on se rend compte qu'il va trop loin. Mais depuis un moment, ça veut dire que Las Casas a continué. Quand Las Casas consent à se taire, c'est-à-dire qu'il accepte bien de se taire, le prélat, Ronsieri, le cardinal, lui fait remarquer que de pareils propos portent atteinte à la dignité du débat, que l'argument ad hominem, à plus forte raison l'insolence et l'injure, ne sont en aucune manière recevables. Donc là, on a le cardinal qui recentre les débats et qui fait un reproche, qui fait un blâme à Las Casas. Las Casas est allé trop loin. On ne tolère pas ce genre de propos et de comportements dans cette assemblée. Donc pour Las Casas, c'est vraiment un point négatif. Il s'est mis en colère, il a insulté son adversaire, ça lui est reproché et ça ne va pas jouer en sa faveur. Dans ce cas, demande Las Casas en s'adoucissant, ah, quand même, ok, très bien, il se calme. N'est-ce pas le soi-disant philosophe qui le premier se laissa emporter? Eh bien, c'est fini. On le repère. En fait, Las Casas n'arrive pas à redescendre et il continue dans l'argument ad hominem, soi-disant philosophe. Ce n'est pas vraiment un philosophe. Et puis regardez l'argumentation de la ligne de défense de Las Casas, elle est extrêmement faible. C'est lui le premier. C'est lui qui a commencé. Est-ce que ça excuse? On a presque une excuse d'enfant, hein. C'est quelque chose qui n'est pas recevable.
mais c'est lui qui a commencé. N'est-ce pas lui qui parla de renard à propos de créatures humaines? Effectivement, Las Casas a entendu Sepulveda dire que on pouvait les associer à un renard, qu'on pouvait associer les Indiens à un renard. Éminence. Je sais que je suis irritable. Bon, il commence à faire son mea culpa quand même. Il reconnaît sa faute. C'est mon défaut et ma qualité. Et le problème, c'est qu'il est encore de mauvaise foi. Il essaye de tirer avantage, mais il devrait se taire et accepter le blâme et essayer de repartir en s'amendant. Mais là, regardez, c'est mon défaut et ma qualité. En quoi être irritable, c'est une qualité. Il essaye vraiment de tirer avantage, mais c'est pas possible. J'accepte votre blâme. Alors, juste une chose, hein, il n'a pas le choix. Le blâme, le cardinal lui donne, et il ne peut faire autrement que l'accepter. Donc, il essaye de montrer qu'il est de bonne foi, alors que, bon, bah, il n'a pas le choix. À condition, et en plus, il émet une condition, mais il n'est pas du tout en position de discuter et de mettre des conditions. De le partager avec monsieur le professeur, il sort de l'argument ad hominem, il remet une marque de respect pour désigner Sepulveda, puisque notre faute est la même. Donc il essaye d'équilibrer la situation en disant oui, bon alors moi je suis allé trop loin, mais lui aussi il est allé trop loin, donc on doit tous les deux avoir un blâme. Sauf que c'est pas à lui de le dire, et puis surtout, dans le contexte de cette assemblée, ils n'ont pas fait la même chose. Et le cardinal, qui est tout à fait objectif, lui répète très justement, votre faute n'est pas nécessairement la même. Et on insiste sur la patience du prélat. Vraiment, on a un juge idéal à travers ce cardinal. Vous dites, il veille à la dignité du débat, il cherche des preuves, il est patient. Vous dites que ces indigènes sont des créatures parfaitement humaines. Okay, ça c'est votre thèse, ce qui n'est pas sûr. Nous sommes précisément ici pour en décider, dois-je encore vous le rappeler. Là, on a quand même le encore qui veut dire à Las Casas de bien se calmer quand même. C'est pas la première fois que je vous le dis, ce serait bien que vous l'entendiez parce qu'après ça risque d'être un peu moins compréhensif de ma part. On a vraiment la patience du prélat. Effectivement, Las Casas, il doit prouver quelque chose qui n'est pas tenu comme prouvé. Ça n'est pas prouvé encore, il est là pour le faire, hein, que les Indiens sont des humains. Par contre, il est prouvé que Sepulveda, homme européen, est un humain. Donc, Las Casas ne peut pas parler de la même façon des indigènes, on ne peut pas parler encore, pour l'instant, de la même façon des indigènes. C'est pas gênant quand Sepulveda dit que les indigènes sont des animaux ou des créatures du diable. On n'a pas prouvé qu'ils étaient humains. Par contre, si Las Casas commence à dire que Sepulveda, qui est avéré comme étant un être humain, est une créature du diable ou alors un animal, là c'est une insulte, là c'est un argument indominable. Vous comprenez la nuance? Las Casas choisit de se taire. Peut-être estime-t-il que le chemin est encore long et qu'il lui faudra ménager ses forces. Ladrada, un de ses amis, lui conseille le calme en lui tendant un verre d'eau. Donc là, Las Casas, enfin, s'apaise, il a compris qu'il était allé beaucoup trop loin. Regardez, on a choisi de se taire, le chemin est long, il faut ménager ses forces, son ami lui conseille le calme, et puis un élément vraiment constitutif du calme, tiens, je vais faire la même chose moi, parce que j'ai la gorge un peu sèche, le verre d'eau. Vous avez tous remarqué que quand vous buvez un verre d'eau, quand on est en colère ou quand on est sous le coup d'une émotion, moi je suis ni ici ni l'un ni l'autre en l'occurrence, c'est juste que j'ai la gorge sèche, le verre d'eau, prendre quelques gorgées d'eau, ça permet de s'apaiser. Et c'est vraiment ce geste que fait Las Casas. Donc on a Las Casas qui enfin retombe, on s'est dit bon bah finalement peut-être qu'on va pouvoir repartir dans l'argumentation. Sauf que on est comme l'assistance. On a assisté à la colère de Las Casas et du coup on a oublié ses excellents arguments du début. C'est ce qui est vraiment dommage, c'est que sa colère a effacé ses arguments et on ne va pas y revenir. Là, le cardinal relance le débat. Il pose une question générale, et c'est son rôle, hein, qui voudrait une précision, de s'assurer que tout le monde a bien compris l'intérêt, enfin, a les éléments nécessaires pour pouvoir juger, qui voudrait une précision. Une main se lève, une voix demande. Vous avez remarqué, on ne caractérise pas la main et la voix. En tout cas, on sait que c'est une assemblée d'hommes d'église, on va le savoir après, c'est un moine. En fait, c'est pour dire qu'on ne va pas incriminer cet homme en particulier, on va dire que c'est un membre de cette assemblée, et c'est un homme d'église en l'occurrence. Et voilà la question qu'il pose, est-ce qu'ils sont sensibles à la douleur? Donc cette question, elle est terrible. Elle est terrible de bêtise et elle est terrible de cruauté. Pourquoi?
Parce que déjà, dans un premier temps, ça signifie, et si on les fait souffrir, est-ce qu'ils ont mal? Grosso modo, il est en train de sous-entendre l'idée de la torture. Faire subir des douleurs volontaires, ça s'appelle de la torture. Donc en gros, on a un moine, je vous rappelle que le clergé est censé représenter l'amour, la tolérance, la dignité. On a un moine qui, dans un couvent, ouais, c'est un couvent à Valladolid, qui dans un couvent, donc dans un lieu saint, suggère qu'on torture des êtres vivants. Donc là, on a une question qui montre la bêtise vraiment insondable et la cruauté de certains hommes d'église. Donc voilà l'image qu'on donne de l'église. Hein. Attention, elle est plus complexe que ça. À travers des hommes comme Roncieri, le cardinal, on est en train de dire que dans l'église, il y a des hommes qui sont d'excellents juges, des hommes qui sont impartiaux, qui sont patients. À travers Las Casas, qui est un moine, qui a des hommes qui sont humanistes, qui sont soucieux de défendre les êtres humains, même les plus asservis et même les plus mal aimés. Et puis il y a aussi des crétins cruels, complètement idiots, qui sont capables de suggérer, de torturer, et puis dans un lieu saint, donc en plus qui sont sacrilèges. Donc on a une représentation de l'Église qui n'est pas idéalisée, mais très réaliste, en disant qu'il y a de tout. Il y a des gens justes, il y a des gens qui sont humanistes, et puis il y a des idiots et cruels. Et bien entendu, cette question, elle va faire exploser Las Casas, qui enfin s'était calmé. Regardez, il repart à fond. Limite, il s'étouffe avec son verre d'eau. Hein. Il repose en toute hâte son verre d'eau et se tourne vers le moine qui vient de parler. À la douleur! Bon, là, il est fou, hein. Il est complètement outré. À la douleur, vous ne voudriez tout de même pas essayer ici dans un monastère? Oui, il souffre. Je peux vous assurer qu'il souffre, comme nous. Ils se plaignent quand on les frappe. Or, bien entendu, à la douleur, il insiste en disant « Mais vous êtes sérieux? Vous voulez les torturer, là alors qu'on est des moines, et puis dans un lieu saint, vous voudriez tout de même pas essayer. Ici, en plus, il insiste, ici, dans un lieu saint, donc il montre l'aspect complètement sacrilège de cette demande. Oui, il souffre. Je peux vous assurer qu'il souffre comme nous. » Donc encore une fois, on a la comparaison d'égalité. Il essaie vraiment de faire le lien entre nous, les êtres humains européens, et les Indiens. Ils se plaignent quand on les frappe. Le problème, c'est que l'argumentation de Las Casas, elle est beaucoup moins efficace qu'avant. Il est en colère. Hein. Je peux vous assurer qu'il souffre. Ben voilà, son argument. Pourquoi il souffre? C'est parce que je vous le dis. Mais bon, la parole de quelqu'un, elle peut être remise en cause. Ils se plaignent quand on les frappe. Ok, là on est sur de l'apparence. Combien de fois, quand on est petit, par exemple, on se plaint alors qu'on a reçu à peine une tape, on n'a pas mal, on souffre pas. Ça vient rien prouver, cet argument est particulièrement faible. Vous voyez la puissance des arguments de Las Casas qui était extrêmement importante ici, au début. Là, ils deviennent, comme il est en colère, ils perdent le contrôle et ils deviennent de moins en moins puissants. Et au lieu d'avoir, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur une argumentation, elle doit aller en crescendo, là, elle va décrescendo, et donc on a une impression que ces arguments s'essoufflent. Hein. On a une perte d'intensité. Pourquoi il souffre? Je vous le dis. Bon, c'est juste sa parole. Et puis, les apparences, ils se plaignent quand on les frappe. Et là, c'est Pulveda qui en rate pas une pour mettre Las Casas en colère et pour achever de le faire sortir de ses gonds. Les chiens et les chevaux aussi. Encore une fois, le syllogisme implicite. Les chiens se plaignent quand on les frappe. Les Indiens se plaignent quand on les frappe. Donc, les Indiens sont des chiens. Ou alors, les chevaux se plaignent quand on les frappe. Les Indiens se plaignent quand on les frappe. Donc, les Indiens sont des chevaux. Vous voyez? Mais à chaque fois, les allusions utilisées par Sepulveda renvoient les Indiens à l'animal. Et là, bien entendu, encore une fois, Las Casas qui va s'en prendre directement à Sepulveda. Encore, parce que c'est exactement le même procédé du syllogisme implicite qui va associer les Indiens à des animaux. Mais quand donc cesserez-vous de les considérer comme des animaux? Vous voyez, c'est très clair. De leur ouvrir la porte de votre petite ménagerie. En gros, la ménagerie, c'est l'endroit où on met les animaux. Arrêtez de les associer à des animaux. Ne voyez-vous pas qu'ils sont des hommes? C'est la dernière fois, la dernière fois qu'on va entendre Las Casas dans cet extrait. Et donc son dernier argument, ne voyez-vous pas qu'ils sont des hommes? Je ne sais pas ce que vous pensez de cet argument, mais il est terrible d'impuissance. On a Las Casas qui est totalement en colère et qui sort un argument qui est d'une faiblesse impressionnante, vraiment dramatique, parce qu'on oublie complètement les arguments qu'il avait donnés au début. Son dernier argument, c'est pourquoi ce sont des hommes.
Parce que ça se voit. Un argument qui est fondé sur les apparences. Or, comme chacun sait, les apparences sont trompeuses. Cet argument, il est extrêmement faible. Et puis, si je voulais tenter un mauvais jeu de mots, un mauvais trait d'esprit, dans cette assemblée d'ecclésiastiques, tous savent que l'habit ne fait pas le moine. Donc que les apparences sont trompeuses. Et à partir du moment où il a sorti un argument ou une série d'arguments si faibles, on peut imaginer Sepulveda qui en sourit parce qu'il sait à quel point son adversaire est dans le dur et son argumentation se trouve faible. Et du coup, regardez, cette fois-ci, il va s'adresser. Vous avez remarqué, Las Casas s'adresse à Sepulveda. Sepulveda va s'adresser au juge. Il va gommer, il va effacer Las Casas du débat. On n'entendra plus que Sepulveda et le juge, et Sepulveda va ignorer, il se détourne de Las Casas comme si celui-ci n'existait plus. Donc c'est presque c'est une marque de suffisance qui est presque humiliante à l'encontre de Las Casas, mais Sepulveda stratégiquement est bon. Les arguments de Las Casas sont faibles. Sepulveda va juste essayer d'établir un dialogue avec le cardinal, avec l'éminence, et va faire comme si Las Casas n'existait plus. Une fois de plus, Éminence, dit alors Sepulveda, mes propos sont déformés par mon adversaire. Voyez la victimisation. Il est dans un plaidoyer envers ses arguments, donc il se victimise. Voilà, il est méchant, mon adversaire, il déforme mes propos. Vieille technique de dispute que dénonçait déjà Cicéron, et que je regrette très vivement de retrouver en cette place. Ah, vous voyez, le le pathétique. Bon, nous, ça nous fait rire, mais le jeu de Sepulveda qui joue à se montrer comme une victime, voilà, on déforme mes propos. Déjà Cicéron, un grand orateur, un grand homme d'État de l'Antiquité, dénonçait cette technique. Moi, je suis une victime comme Cicéron, comme ce grand orateur. Donc, en gros, je suis comme lui, je suis victime des mêmes choses que lui, donc accordez-moi le même crédit. Et c'est vraiment dommage de retrouver ce genre de propos. Hein. Vous voyez ce qu'il est en train de dire, oh vraiment. Vous voyez, c'est la mauvaise foi, et puis il l'attaque. À la fois, il se victimise, et en même temps, il attaque Las Casas en disant que les propos qu'il tient sont vraiment regrettables. Hein. C'est dommage d'entendre ça. Et bon, le cardinal qui reste objectif quand même, bon, vous dites ça, mais expliquez-vous, parce que bon, je comprends pas trop là. Ai-je dit qu'ils étaient des animaux? En aucune manière. J'ai dit que le renard était rusé et que les chiens, comme les chevaux, redoutent fort la bostonnade, c'est-à-dire les coups de bâton. Effectivement, à aucun moment Sepulveda a dit que les Indiens étaient des animaux. Il n'a jamais dit, mais tout le long de l'argumentation, il l'a fait entendre en permanence avec ses syllogismes implicites, on l'a tous compris, mais c'est vrai qu'il ne l'a jamais prononcé. Voilà. Il a dit que le renard était rusé, que les chiens et les animaux avaient peur de la douleur. Okay. Qui peut le nier? Donc il est en train de dire, j'ai dit des évidences que tout le monde reconnaît. À aucun moment je n'ai soutenu que ces hommes et cette femme sont des animaux. Bon bah alors formidable, on est d'accord, on applaudit, pas besoin de faire ce débat. D'ailleurs il utilise le terme homme, femme, ce ne sont pas des animaux, parfait. Donc alors quel était le petit jeu de Sepulveda? Ce petit jeu était uniquement destiné à faire sortir Las Casas de ses gonds, mais finalement ils sont d'accord. J'ai dit qu'ils sont humains, c'est faux, il l'a jamais dit. Mais, et là est toute la différence, et là arrive le danger de la thèse de Sepulveda, et ce qui va bien montrer qu'il s'oppose à Las Casas, mais, humain, mais. Vous voyez, là il y a un problème. On est humain, ou on n'est pas humain, mais le humain mais, il pose problème, l'opposition d'une catégorie inférieure. Ça y est, on y est. Ce sont des humains. Effectivement, ce serait difficile de nier que ce ne sont pas des humains, mais d'une catégorie inférieure. Et là, cet argument qu'on connaît très bien, malheureusement, pensez par exemple aux thèses, encore de nos jours, on entend ces thèses, hein, et puis aux thèses développées par les nazis, par exemple, hein, d'une espèce de classification dans la race humaine, hein, la théorie des races, hein, qu'on retrouve tout au long des siècles, hein, depuis des millénaires. Quand on est blanc, ben on est des hommes. Quand on descend dans les couleurs, plus on va dans le sombre et moins on est humain.
Et puis on a, pour les nazis, on avait plus bas que tout, on avait le juif qui était un être nuisible, qui était tout sauf humain. Donc on est vraiment dans cette théorie des races qui est extrêmement dangereuse, mais qui existe depuis très très longtemps malheureusement. On a un problème, c'est que si on dit qu'ils sont humains et qu'ils sont nos égaux, eh bien ce sont des ecclésiastiques. La Bible, les textes saints disent « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, si je n'aime pas mon prochain comme moi-même, c'est que je ne suis pas un bon chrétien, que je ne respecte pas les préceptes divins. Or, ça n'est pas possible que l'Église accepte ce genre de comportement. Donc, si les Indiens sont humains, comme nous, l'esclavage est intolérable. Par contre, s'ils sont humains, mais pas comme nous, vous voyez la nuance hypocrite de cette thèse? Eh bien, s'ils sont humains mais pas comme nous, alors ce n'est pas mon prochain, et donc je peux le dominer et l'asservir. Et donc il le justifie que leur nature n'est pas légale. Vous voyez toute la nuance égale qui est très importante. Ils sont humains, oui, mais ils ne sont pas nos égaux, donc on peut en faire, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai fait simplement remarquer, en observant scrupuleusement toutes les leçons de la logique, que la ruse et que la peur des coups n'ont jamais été l'apanage, c'est-à-dire la caractéristique de l'espèce humaine. Je voudrais que note en soit prise. Donc en gros, Lascazat, il est en train de nous dire que la seule chose qu'il a montré, c'est que la ruse et la peur des coups n'est pas une caractéristique de l'espèce humaine. Et il montre ça comme une démonstration extrêmement développée, sauf que vous et moi le savons parfaitement, il n'y a pas besoin de démonstration pour le prouver. Donc il essaye de mettre en avant qu'il a établi un raisonnement complexe, une démonstration, ce qui n'est pas le cas. Et donc on voit vraiment le vide de sa démonstration qu'il essaye de passer pour quelque chose d'ambitieux. Et en fait, la seule chose qu'il dit, c'est que le renard est rusé, bon d'accord, et que le chien et les chiens et les chevaux craignent la douleur. Ok, très bien. Mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que leur nature, la nature des Indiens, n'est pas égale à la nature, alors elle est humaine, mais elle n'est pas égale à celle des Européens. Il dit ça, je voudrais que note en soit prise, comme si c'était quelque chose d'important, voilà, notons-le, c'est important. Il y a quand même quelque chose qui vient montrer, qui pourrait être un défaut dans le discours de Sepulveda, c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit, ça peut être problématique parce que ça peut montrer qu'il n'a pas dit davantage, mais ça montre aussi que son propos est particulièrement vide. Il a dit juste ça, c'est pas grand-chose du tout. Bon, finalement, on en arrive donc à Sepulveda qui a le dernier mot, qui arrive à dire ça, mais on n'a pas l'impression que le dialogue a avancé. Le cardinal accorde ce point, ne pouvant guère le discuter, c'est-à-dire qu'il accorde effectivement que les animaux souffrent et que le renard est rusé. Bon, ça n'a pas fait avancer le débat. Et puis, d'ailleurs, ne pouvant guère le discuter, voilà, Sepulveda n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte. Mais on se rend compte, et c'est ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'on a un personnage qui avait de loin les arguments les meilleurs et qui se retrouve avec son argumentation qui a complètement été oubliée et dont on ne va pas tenir compte parce qu'il a perdu le contrôle. Il n'a pas réussi à garder ses nerfs. Et Sepulveda, qui n'a pas d'argument valable à proprement parler, mais qui va, lui, être sur la stratégie et va dans ce qui est tout aussi important dans un débat. Donc il faut... les arguments sont importants, mais finalement on se rend compte que si on n'a pas l'attitude adéquate lors du débat, les arguments ne serviront à rien. Et donc avec Sepulveda qui a de mauvais arguments, mais qui réussit à exploiter le caractère et les faiblesses de son adversaire. Voilà, je vous donne la correction. On a vraiment une leçon d'art oratoire à travers ce texte. Donc je vous le donne avec la correction ligne à ligne pour compléter vos notes. Voilà, on commence dans la vidéo suivante, les Lumières et Candide. Au revoir.